ma famille a délibérément humilié ma fille, âgée d'1 jour à peine, à l'hôpital juste après sa naissance. Ils lui ont donné un bonnet et un pyjama brodé avec les mots « l'erreur », et ce, devant toutes les infirmières. Ma mère a déclaré à voix haute « l'enfant d'une ratée est aussi une ratée ». Mon père a ajouté « certains bébés ne valent tout simplement pas la peine d'être célébrés ». Ma sœur a ri, au moins, maintenant, tout le monde connaît la vérité. Quand j'ai essayé de retirer ses vêtements de mon nouveau-né, mon père m'a saisi le bras, et me l'a tordu. Laisse-les lui, elle doit connaître sa place. Ma mère m'a giflé alors que j'étais encore affaibli par l'accouchement. Ce n'est pas à toi de décider quoi que ce soit. Mon frère a pris des photos de mon bébé dans ses vêtements. Ça va finir sur les réseaux sociaux. Ma sœur les a publiés en ligne avec des légendes moqueuses. Une semaine plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Les lumières fluorescentes de la salle d'accouchement s'étaient à peine tamisées, quand ma famille est arrivée. Je tenais ma fille contre moi, sentant les battements de son petit cœur contre ma poitrine, lorsqu'ils sont entrés avec un sac à dos. Le sourire de ma mère semblait prédateur. Mon père affichait cette expression qu'il réservait au moment où il voulait affirmer sa domination. Ma sœur tenait son téléphone bien en vue, déjà en train de filmer. Mon frère les suivait avec un empressement qui m'a soulevé le cœur. Nous avons apporté quelque chose de spécial pour le bébé, a annoncé ma mère à tout le service. Sa voix portait au-delà des rideaux de séparation, atteignant les autres jeunes mères et leurs familles. Les infirmières ont jeté des coups d'œil depuis leur poste. Ma fille avait à peine 12 heures. J'aurais dû m'y attendre. Rien dans ma vie ne m'avait préparé à recevoir un amour sincère de la part de ces gens. Ils avaient passé 28 ans à s'assurer que je comprenne ma position, tout en bas de la hiérarchie familiale. Mais en tenant mon nouveau-né, épuisé par 14 heures de travail, je m'étais autorisé un moment d'espoir insensé. Peut-être qu'un petit enfant les adoucirait. Peut-être que cette vie innocente comblerait le fossé entre nous. Mon père a plongé la main dans le sac le premier. Il en a sorti un minuscule bonnet rose avec une bordure blanche. Pendant une seconde, j'ai cru m'être trompé sur eux. Puis, il l'a retourné. L'erreur était brodée sur le devant, en lettres noires et grasses. Chaque lettre était soigneusement piquée, ce qui signifiait que quelqu'un l'avait commandé sur mesure. Ils avaient planifié cela il y a probablement des semaines, peut-être même avant la naissance de ma fille. Ça lui va à merveille, tu ne trouves pas? Le rire de ma sœur a résonné contre les murs. Elle s'est approchée avec son téléphone, s'assurant de capturer chaque angle. Ma mère a sorti la grenouillère assortie. Même mot, même broderie délibérée. Elle l'a brandi bien haut, l'exposant comme un trophée à la vue de tous les passants. Mais lui ça, a ordonné mon père. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. J'ai serré ma fille plus fort contre moi. Absolument pas. L'enfant d'une ratée est aussi une ratée. La voix de ma mère a tonné dans la salle de réveil. Les autres familles ont cessé leur conversation. Les infirmières se sont figées. La femme dans le lit d'à côté a eu un hoquet de surprise audible. Autant que tout le monde sache à qui ils ont affaire. Certains bébés ne valent tout simplement pas la peine d'être célébrés, a renchéri mon père, sur le même volume. Il avait toujours su comment projeter sa voix, lorsqu'il cherchait l'humiliation maximale. Celle-ci en est la preuve vivante. Ma sœur a fait un zoom avec sa caméra. Au moins, maintenant, tout le monde connaît la vérité. Inutile de prétendre qu'il s'agit d'un événement joyeux. J'ai essayé de protéger ma fille, en détournant mon corps d'eux. Elle commençait à pleurer, effrayée par les cris. Mes bras étaient endoloris par l'accouchement, mais je la tenais plus fermement encore. C'est alors que mon père m'a saisi l'avant-bras. Ses doigts se sont enfoncés dans ma chair juste au-dessus du poignet, tordant ma peau jusqu'à ce qu'une douleur aiguë remonte à mon épaule. Je venais d'expulser un être humain de mon corps, mes muscles étaient faibles, ma coordination compromise. Il savait exactement à quel point j'étais vulnérable. Laisse-les lui, a-t-il sifflé à mon oreille. Elle doit connaître sa place dès le premier jour. Lâchez-moi. J'ai tenté de me dégager, mais mes forces m'avaient abandonné. L'effet de la péridurale s'était dissipé depuis des heures, laissant place à une douleur qui rendait chaque mouvement atroce. Ma mère s'est avancée, et m'a giflé en plein visage. Le bruit a claqué dans la pièce comme un coup de feu. Ma joue me brûlait, ma vision s'est brouillée. Je venais de donner la vie, et elle m'avait frappé assez fort pour me faire claquer les dents. Ce n'est pas à toi de décider quoi que ce soit.
Elle a levé la main à nouveau, menaçant d'un autre coup. Tu as perdu ce privilège le jour où tu es devenu une telle déception. Mon frère a arraché ma fille de mes bras alors que j'étais désorienté. J'ai tendu la main vers elle, mais mon père tenait toujours mon poignet dans un étau. Mon frère l'a posée sur le lit d'hôpital, et a commencé à lui retirer la simple grenouillère blanche que les infirmières lui avaient mise. Arrête, je t'en prie, ai-je supplié, mais il m'a totalement ignoré. Il a habillé mon nouveau-né avec ses vêtements horribles, pendant que ma sœur filmait chaque instant. Ma fille hurlait, ses petits poings s'agitant dans le vide. Elle avait froid, elle était confuse et terrifiée. Chaque instinct maternel en moi hurlait de la protéger, mais je ne pouvais pas me défaire de l'emprise de mon père. Ça va finir sur les réseaux sociaux, a annoncé mon frère joyeusement, en installant mon nourrisson en pleurs pour obtenir de meilleurs angles. Tout le monde doit voir ça. Tous nos amis demandaient des photos du bébé, a ajouté ma sœur, toujours en train de filmer. Autant leur donner quelque chose de mémorable. Une infirmière a fini par intervenir. Je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez les autres patientes. Nous célébrons simplement l'arrivée du nouveau-né, a dit ma mère d'un ton mielleux, changeant instantanément de personnalité pour paraître charmante et raisonnable. Une tradition familiale, vous comprenez? L'infirmière m'a regardé, puis elle a regardé ma fille dans ses vêtements cruels, avant de se tourner vers ma famille. Le règlement de l'hôpital exige que les visiteurs conservent une conduite appropriée. Ceci n'est pas approprié. De toute façon, nous partions. Mon père a relâché mon poignet. Nous avons enfin obtenu ce que nous étions venus chercher. Ils sont sortis en riant. Ma sœur tapait déjà sur son téléphone, publiant le contenu avant même d'avoir atteint l'ascenseur. Mon frère m'a adressé un salut moqueur. Ma mère a envoyé un baiser vers ma fille, d'un geste théâtral et méprisant. J'ai retiré ses vêtements à mon bébé dès qu'ils sont partis. Mes mains tremblaient alors que j'enlevais le bonnet et le pyjama, pour les jeter dans la poubelle à côté de mon lit. Une autre infirmière a apporté des vêtements propres, son expression était compatissante mais incertaine. Elle avait tout vu, mais semblait hésiter sur la manière d'aborder la situation. « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un » a-t-elle demandé doucement. « La sécurité, ou peut-être les services sociaux ?»« Non » ai-je murmuré. « Ils sont partis, maintenant. » Mais ils n'étaient pas partis. Pas vraiment. Ma sœur avait publié 6 photos avant même de quitter le parking de l'hôpital. Le visage de ma fille était rouge de larmes, tandis qu'elle portait ces mots insultants. Les légendes tournaient tout en dérision. Voici la nouvelle déception de la famille, disait l'une d'elles. Quand l'échec est inscrit dans les gènes, disait une autre. Les commentaires ont afflué immédiatement. Des cousins, des tantes, des oncles, et des amis de la famille qui me connaissaient depuis toujours. Certains riaient de la blague. D'autres exprimaient leur choc, mais aucun ne m'a défendu. Quelques parents éloignés ont tenté de jouer les médiateurs, suggérant que cela allait trop loin, mais leurs objections ont été noyées par l'enthousiasme du groupe principal. Mon téléphone ne s'arrêtait plus de vibrer. Chaque notification me faisait l'effet d'une nouvelle gifle. Je l'ai éteint, et je me suis concentré sur ma fille, mémorisant ses traits, son petit nez, la façon dont ses doigts s'enroulaient autour des miens, le son doux qu'elle émettait en dormant. Elle méritait tellement mieux que cette introduction au monde. Le lendemain matin, une travailleuse sociale de l'hôpital m'a rendu visite. Quelqu'un avait signalé l'incident. J'ai tout expliqué, bien que le dire à voix haute rendait la situation presque surréaliste. La travailleuse sociale prenait des notes, son visage restant soigneusement neutre. « Avez-vous du soutien » a-t-elle demandé. « Des amis, d'autres membres de la famille ?»« J'ai des proches » ai-je répondu. La famille de mon conjoint a été merveilleuse. C'était vrai. Les parents de Tyler avaient été tout ce que les miens n'étaient pas. Ils avaient assisté à chaque rendez-vous prénatal qu'ils pouvaient. Sa mère avait tricoté des couvertures et des chaussons. Son père avait monté le berceau et la table à langer. Ils avaient prévu de passer dans l'après-midi, avant que ma famille n'arrive de façon inattendue ce matin-là. Tyler lui-même était sorti chercher un café au moment où ma famille était arrivée. Il était resté à mes côtés durant tout le travail, me tenant la main, m'aidant à respirer. Il n'était parti que parce que j'avais insisté sur le fait que tout allait bien, et qu'il avait besoin d'une pause. Son timing n'aurait pas pu être pire. Quand il est revenu et que je lui ai raconté ce qui s'était passé, son visage est passé par une multitude d'émotions, le choc, puis la colère, puis une fureur protectrice. Il voulait les confronter immédiatement.
Je l'ai calmé, en lui expliquant que cela ne ferait que leur donner plus de munitions. Il gagne si tu réagis, lui ai-je dit, répétant une leçon apprise après des décennies à les côtoyer. Il ne cherche que le drame. Mais Tyler a ouvert les réseaux sociaux de ma sœur sur son téléphone. Il a lu chaque commentaire à voix haute, sa voix devenant plus tendue à chaque mot. Comment cela peut-il être légal? Comment peuvent-ils vous faire ça, à toi et à notre fille, et s'en sortir comme ça? Parce que c'est ma famille, ai-je répondu avec amertume. La société accorde beaucoup de marge de manœuvre aux familles. Nous avons quitté l'hôpital le lendemain. Tyler conduisait avec prudence, vérifiant notre fille sur le siège arrière toutes les quelques minutes. Ses parents nous attendaient à l'appartement avec des courses, des plats préparés, et des offres d'aide pour tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Sa mère a pris notre bébé dans ses bras et a pleuré, s'excusant pour ce que ma famille avait fait, comme si elle en portait la responsabilité. Tu mérites mieux, ne cessait-elle de répéter. Vous méritez tous les deux tellement mieux. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, un horrible souvenir qui s'estomperait avec le temps. J'avais coupé les ponts avec ma famille pendant ma grossesse, lorsqu'ils avaient clairement indiqué qu'ils considéraient ma relation avec Tyler comme une erreur. Il n'était pas assez riche, n'avait pas le bon pédigré, et travaillait dans le bâtiment plutôt que dans un bureau. Ma mère avait même dit qu'elle aurait honte d'annoncer ma grossesse à ses amis. J'avais donc cessé d'appeler, cessé de leur rendre visite, et arrêté de tenter de maintenir des relations qui ne m'apportaient que de la douleur. J'avais été assez naïve pour croire que la naissance de leur petite fille pourrait changer quelque chose. Au lieu de cela, ils s'en étaient servis comme d'une ultime occasion d'affirmer leur domination. 7 jours après la naissance de ma fille, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce bien la mère du nourrisson qui a été photographiée dans des vêtements inappropriés? Une voix professionnelle, féminine et formelle. Oui, ai-je répondu prudemment. Qui est à l'appareil? Je vous appelle des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu plusieurs signalements concernant des photos circulant sur les réseaux sociaux. Mon cœur a fait un bond. Des signalements? Quel genre de signalements? Des photos d'un nouveau-né portant des vêtements avec un langage dérogatoire. Des preuves d'agression sur une mère en postpartum. Des séquences vidéo montrant un nourrisson habillé de force contre la volonté de sa mère. Nous prenons ces affaires très au sérieux. Attendez, non, ai-je dit rapidement. C'est moi la victime ici. C'est ma famille qui nous a fait ça. Je comprends, a dit la femme d'un ton un peu plus chaleureux. Notre enquête l'a clairement établi. En réalité, je vous appelle parce que nous engageons des poursuites contre les personnes impliquées. Nous aurons besoin d'une déposition de votre part. Je me suis assise lourdement sur le canapé. Des poursuites? Quel genre d'accusation? Mise en danger d'un enfant, agression, harcèlement. L'hôpital a fourni les images de vidéosurveillance et les dépositions des témoins. Plusieurs infirmières ont tout documenté. Les publications de votre famille sur les réseaux sociaux ont fourni des preuves supplémentaires. Pendant l'heure qui a suivi, elle m'a expliqué la situation. Apparemment, de nombreuses personnes ayant vu les publications les avaient signalées aux autorités. Certains étaient des inconnus révoltés par ce qu'ils avaient vu. D'autres étaient des professionnels soumis à l'obligation de signalement enseignants, médecins, travailleurs sociaux qui avaient reconnu un cas de maltraitance. L'hôpital avait visionné ces enregistrements de sécurité à la demande de la police. Tout y était, mon père me tordant le bras, ma mère me frappant, mon frère emmenant mon nouveau-né sans permission. Tout était capturé dans une vidéo d'une clarté cristalline, avec un son qui enregistrait chaque mot qu'ils avaient prononcé. Les publications de votre sœur sur les réseaux sociaux se retournent en fait contre eux, a expliqué l'enquêtrice. Elle a documenté les preuves de leurs propres crimes, et les a diffusées publiquement. Les procureurs adorent ce genre d'affaires. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, me sentant déconnecté de ma propre voix. Nous nous coordonnons avec les forces de l'ordre. Il y aura probablement des arrestations. Vous devrez témoigner, mais les preuves vidéo sont si solides que les poursuites peuvent avancer quoi qu'il arrive. Elle m'a donné un numéro de dossier et des coordonnées. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant plusieurs minutes. Tyler m'a trouvé là, tenant notre fille, le regard dans le vide. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il immédiatement demandé. J'ai tout expliqué. Son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose de plus sombre, de plus satisfait. « C'est bien »
a-t-il dit simplement. Ils méritent tout ce qui va leur arriver. Les arrestations ont eu lieu au cours des 2 jours suivants. Mon père a été emmené de son bureau pendant les heures de travail. Ma mère a été arrêtée à son club de tennis. Mon frère a été arrêté sur le chemin du travail. Ma sœur a été arrêtée lors d'un brunch avec des amis. Je n'ai été témoin d'aucune de ces scènes, mais le téléphone arabe familial a fonctionné à plein régime. Des cousins qui avaient ri de la publication originale ont soudainement commencé à appeler, demandant ce qu'ils devaient faire ou s'ils avaient besoin d'avocats. Des tantes et des oncles, qui étaient restés silencieux au début, prétendaient maintenant avoir toujours pensé que le coup de l'hôpital était allé trop loin. La sœur de ma mère m'a appelé directement. « Tu dois faire abandonner ces charges », a-t-elle exigé. « Tu es en train de détruire la famille. » Ce n'est pas moi qui ai porté plainte, l'ai-je corrigé. C'est l'État qui l'a fait, en se basant sur des preuves que ta propre sœur a créées. Pour une simple plaisanterie? Tu vas gâcher leur vie pour une blague? Ils m'ont agressé alors que je me remettais d'un accouchement, ai-je dit lentement, m'assurant que chaque mot soit bien clair. Ils ont mis des vêtements humiliants sur mon nouveau-né, et l'ont diffusé auprès de centaines de personnes. Ils ont créé les preuves de leurs propres crimes, et les ont publiés publiquement. Ce n'est pas moi qui ai tout gâché. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Elle m'a raccroché au nez. Plusieurs autres membres de la famille ont tenté des appels similaires. À chaque fois, je répétais la même chose, je n'étais pas à l'origine de l'action en justice. Les autorités avaient répondu à des signalements provenant de sources multiples. Les preuves étaient dans le domaine public. Leurs propres actes avaient engendré les conséquences auxquelles ils faisaient face. Ma sœur a essayé de m'appeler depuis la prison. Je n'ai pas accepté l'appel. Mon frère m'a envoyé des emails me suppliant de faire une déclaration en leur faveur. Je les ai supprimés sans répondre. Mon père a fait en sorte que son avocat me contacte avec des menaces à peine voilées. J'ai tout transféré au procureur. Les audiences préliminaires ont été fixées rapidement. Le bureau du procureur m'a contacté pour m'expliquer la procédure. Il disposait de preuves accablantes, et s'attendait à ce qu'il plaide coupable, mais il voulait que je sois prête pour un procès si nécessaire. Votre famille a rendu les poursuites incroyablement faciles, m'a confié la procureure lors de notre première rencontre. C'était une femme d'une 40aine d'années, au regard vif et au tempérament direct. Les preuves vidéo à elles seules sont accablantes. Les publications sur les réseaux sociaux, c'est la cerise sur le gâteau. De quoi sont-ils accusés exactement, ai-je demandé. Elle a énuméré les points sur ses doigts. Votre père et votre mère font face à des accusations d'agression, de mise en danger d'enfants, et de harcèlement. Votre frère et votre sœur sont accusés de mise en danger d'enfants, de harcèlement, et de cyberharcèlement. Il y a des accusations supplémentaires liées à la diffusion des images sur les réseaux sociaux. À quel point est-ce grave? Assez grave pour qu'ils risquent tous de la prison ferme s'ils sont condamnés. L'agression sur une mère en postpartum, en particulier, entraîne des peines aggravées. Les juges n'apprécient guère les personnes qui s'en prennent à des femmes venant d'accoucher. Le poids de la situation a commencé à m'apparaître. Ma famille faisait face à de réelles conséquences, pas seulement de l'embarras ou des frais financiers, mais un véritable casier judiciaire et une possible incarcération. Leurs photos d'identité judiciaire seraient publiques. Leur nom figurerait dans des bases de données. Avez-vous des doutes, a demandé la procureure, observant attentivement mon visage. Non, ai-je répondu fermement. Je ne m'attendais simplement pas à ce que la justice soit réellement rendue. Elle a souri d'un air sombre. La plupart des gens qui maltraitent des membres de leur famille ne s'attendent pas non plus à des conséquences. Ils pensent que le lien du sang les protège. L'erreur de votre famille a été de tout documenter, et de le rendre public. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé leur vie se défaire à travers les ragots familiaux. Les partenaires commerciaux de mon père ont commencé à prendre leur distance. Les clients ne voulaient plus être associés à quelqu'un accusé d'avoir agressé sa fille et sa petite-fille nouveau-née. La réputation de son entreprise a encaissé coup sur coup, à mesure que la nouvelle se répandait. Ma mère a été exclue de ses cercles mondains. Le club de tennis lui a demandé de démissionner. Son club de lecture a voté son expulsion. Ses postes au sein de conseils d'administration d'œuvres caritatives se sont évaporés du jour au lendemain. Il s'avère que les gens ne veulent pas être associés à quelqu'un qui a giflé une femme venant tout juste de mettre au monde un enfant. Mon frère a perdu son emploi. Son employeur avait une clause de moralité dans ses contrats, être arrêté pour mise en danger d'enfants et cyberharcèlement constituait une violation.
Il occupait un poste de cadre moyen, avait un prêt immobilier, des traites pour sa voiture, et tout l'attirail du style de vie de banlieue. Sans revenu, tout a commencé à s'écrouler. Ma sœur a subi les conséquences sociales les plus rudes. Sa présence en ligne était son identité. Elle s'était construit une communauté autour du lifestyle, de la mode, et des événements sociaux. Les marques l'ont lâchée immédiatement quand l'affaire a éclaté. Ses abonnés l'ont abandonnée en masse. Les mêmes plateformes où elle avait publié ses horribles photos hébergeaient désormais d'innombrables analyses condamnant ses actes. Quelqu'un a créé un hashtag sur l'incident, il est resté en tendance pendant 3 jours. Des blogueurs parentaux ont écrit des articles dénonçant son comportement. Des défenseurs de la protection de l'enfance l'ont cité comme exemple de maltraitance familiale. Le nom de ma sœur est devenu synonyme de cruauté. Leurs avocats ont tenté de négocier des accords de peine, mais le bureau du procureur est resté ferme. Les preuves étaient trop fortes, et l'intérêt public trop élevé. Cette affaire était devenue un exemple, un message sur la protection des jeunes mères vulnérables et des nourrissons contre les abus. Le procès a eu lieu 4 mois après la naissance de ma fille. J'ai dû témoigner, racontant tout ce qui s'était passé ce jour-là à l'hôpital. Tyler a témoigné, les infirmières ont témoigné, et la travailleuse sociale de l'hôpital a témoigné. Ils ont diffusé les images de vidéosurveillance plusieurs fois devant le jury. Les avocats de ma famille ont essayé de présenter cela comme un malentendu, une blague sortie de son contexte, mais les preuves vidéo étaient impossibles à contester. L'emprise de mon père sur mon poignet était visible et violente. La gifle de ma mère s'entendait clairement sur l'audio. Les cris de ma fille pendant que mon frère la changeait de force étaient déchirants. Les mots cruels avaient été hurlés assez fort pour perturber tout un service. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation, pour tous les prévenus. Le verdict sur les peines est tombé 2 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 18 mois de prison ferme, suivi d'une mise en l'épreuve. Ma mère a écopé de 12 mois de prison, avec une obligation de suivre des cours de gestion de la colère. Mon frère a eu 6 mois de prison, ainsi que des travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve. Ma sœur a été condamnée à une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, et une ordonnance d'éloignement permanente m'interdisant, ainsi qu'à ma fille, toute publication de sa part en ligne. Ils ont tous été condamnés à payer des dommages et intérêts pour mes factures médicales, mes frais de thérapie, et le préjudice subi. Le juge a fait une déclaration sur la gravité de leurs actes, la protection nécessaire des mères et des nourrissons, et le préjudice permanent causé par l'humiliation publique. Ma fille avait presque 5 mois quand le procès s'est achevé. Elle ne se souviendra jamais de ce jour à l'hôpital, et ne saura jamais qu'elle a un jour porté ces vêtements horribles. Mais je m'assurerai qu'elle sache qu'elle est désirée, aimée, et célébrée chaque jour de sa vie. La famille élargie s'est complètement fracturée. Certaines personnes ont pris le parti de mes parents, affirmant que la punition était trop sévère. D'autres m'ont contacté pour s'excuser de leurs réactions initiales, disant qu'ils n'avaient pas compris la gravité de la situation. J'ai accepté certaines excuses, et ignoré d'autres, définissant mes limites en fonction de qui m'avait réellement soutenu, et de qui avait simplement changé de discours une fois les conséquences devenues réelles. L'entreprise de mon père s'est totalement effondrée dans les 6 mois suivant son arrestation. Ses partenaires avaient voté son éviction de la société qu'il avait fondée 30 ans plus tôt. Ils avaient publié un communiqué de presse pour distancier l'organisation de ces actes, soulignant leur engagement envers les valeurs familiales et la conduite éthique. L'ironie n'a échappé à personne. Sans sa direction et sa réputation, les clients majeurs ont résilié leur contrat. Une entreprise de fabrication qui travaillait avec eux depuis 15 ans s'est retirée. Une chaîne de vente au détail a annulé des commandes valant des millions. La valeur des actions de sa société a chuté. Les employés ont commencé à quitter le navire, sachant que l'entreprise sombrait. La société a déposé le bilan avant même qu'il n'entre en prison, l'effondrement final ayant eu lieu pendant la procédure judiciaire. Tout ce qu'il avait construit, chaque réussite dont il s'était servi pour régenter la famille pendant des décennies a disparu. Son héritage est devenu un cas d'école dans les journaux économiques sur la manière dont la conduite personnelle affecte le succès d'une entreprise. La chute de ma mère a été tout aussi radicale, mais davantage centrée sur le plan social. Elle avait passé 40 ans à cultiver une image de pilier de la communauté. Elle présidait des galas de charité, organisait des collectes de fonds, et siégeait au conseil d'administration de musées. Son emploi du temps avait toujours été rempli de déjeuners, de réunions de comités, et de réceptions mondaines. Tout cela s'est évaporé. La société historique a demandé sa démission.
L'hôpital pour enfants a retiré son nom d'une aile qu'elle avait aidé à financer. Le club de jardinage auquel elle appartenait depuis 25 ans lui a envoyé une lettre formelle lui demandant de ne pas renouveler son adhésion. Ses amis de longue date ont cessé de lui rendre ses appels. Des femmes qui la fréquentaient chaque semaine avaient soudainement des conflits d'emploi du temps, desquels essayaient d'organiser une rencontre. À l'épicerie, des connaissances l'apercevaient et s'empressaient de changer d'allée pour éviter toute interaction. Cet isolement la dévastait bien plus que les conséquences juridiques. Elle tirait toute son estime de soi de son statut social, sans cela, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses lettres depuis la prison étaient remplies de tentatives désespérées pour expliquer comment les choses avaient pu déraper à ce point, mais elle n'a jamais assumé de véritable responsabilité. C'était toujours la faute d'un malentendu, ou d'une situation qui avait été démesurément amplifiée. La situation financière de mon frère est devenue critique très rapidement. Sa femme a demandé le divorce 3 semaines après son arrestation. Elle a pris leurs 2 enfants, et a traversé le pays pour aller vivre chez ses parents. Lors de la procédure de divorce, elle a cité son comportement criminel et l'humiliation publique qu'il avait infligé à leur famille. Il a perdu la maison dans le partage des biens, a perdu sa voiture, et a perdu la garde de ses enfants, n'obtenant que des visites supervisées 2 fois par an. Le juge avait été explicite, quelqu'un condamné pour mise en danger d'enfants n'obtient pas d'accès non supervisé à des mineurs, même à sa propre progéniture. La famille de son ex-femme était riche, et a engagé des avocats agressifs. Ils l'ont enterré sous les frais de justice, tout en s'assurant qu'il reçoive le minimum lors du règlement du divorce. Il a fini dans un studio, travaillant dans la vente au détail, car aucun employeur professionnel ne voulait de lui avec son casier. Les visites supervisées avec ses enfants seraient, selon les rapports, atroces. Ses enfants le reconnaissaient à peine, ayant été très jeunes au moment des faits. Les rapports du superviseur notaient ses tentatives de se faire passer pour une victime, essayant d'expliquer à des enfants d'école primaire pourquoi ce qu'il avait fait n'était pas vraiment si grave. Le tribunal a finalement réduit encore davantage ses droits de visite sur la base de ces rapports. La trajectoire de ma sœur a été sans doute la plus spectaculaire, car sa chute a été extrêmement publique. Elle comptait près de 50,000 abonnés avant le scandale. Après les révélations, son compte a été suspendu pour violation des politiques de la plateforme concernant la sécurité des enfants. Lorsqu'elle a créé de nouveaux comptes sous des noms différents, les internautes l'ont identifié en quelques heures, et l'ont signalé immédiatement. Quelqu'un a créé un site web documentant tout ce qu'elle avait fait, capture d'écran de ses publications originales, copie des documents judiciaires, et chronologie des événements. C'est devenu le premier résultat dès que quelqu'un tapait son nom sur un moteur de recherche. Les employeurs potentiels le trouvaient instantanément. Les partenaires de rencontre le découvraient dès la première recherche. Elle ne pouvait pas échapper à ses actes. Elle travaillait dans le marketing auparavant, utilisant sa présence sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. Cette voie professionnelle lui était désormais définitivement fermée. Les marques ne voulaient plus d'elle. Les agences de marketing refusaient de lui accorder un entretien. Même les petites entreprises, en faisant leur vérification d'usage, tombaient sur le site web et déclinaient toute collaboration. Elle a tenté de changer légalement de nom, mais les archives judiciaires sont publiques. Quelqu'un finissait toujours par faire le lien. Internet n'oublie jamais, et elle s'était fait assez d'ennemis durant ces années de comportement en ligne pour que des gens s'assurent activement qu'elle ne puisse pas se cacher de son passé. Les conséquences financières ont frappé ma famille de plein fouet. Les paiements au titre des dommages et intérêts étaient substantiels, et mes parents ont dû liquider leurs avoirs pour les couvrir. Ils ont vendu leur maison, la propriété de vacances qu'ils possédaient depuis des années, leurs véhicules, leurs bijoux, et leurs œuvres d'art. Tout a servi à payer ce qu'ils me devaient, et à couvrir leurs frais d'avocat croissants. Les comptes de retraite de ma mère ont été vidés. La pension de mon père a été saisie. Ils étaient riches selon la plupart des critères, à l'aise dans leur style de vie de classe moyenne supérieure. Aujourd'hui, ils luttent pour se payer le strict nécessaire. Pendant l'incarcération de mon père, ma mère a vécu temporairement chez sa sœur. Cet arrangement a duré 3 mois avant que les tensions n'explosent. Sa sœur a fini par admettre ce que tout le monde savait déjà, ma mère était impossible à vivre, exigeante, critique, et jamais satisfaite. Ma mère a fini dans un petit appartement, dans un quartier qu'elle méprisait autrefois. La femme qui jugeait tout le monde selon son adresse et son code postal vivait désormais dans un endroit qu'elle aurait auparavant considéré comme indigne d'elle. Après la libération de mon père, elle a trouvé un travail à temps partiel dans un grand magasin, ce qu'elle avait pourtant juré de ne
jamais s'abaisser à faire. Le coût psychologique pour ma famille a été immense. Mon frère a développé une dépression et de l'anxiété. Les dossiers médicaux, révélés plus tard lors de procédures civiles, montraient qu'on lui avait prescrit plusieurs médicaments, qu'il avait tenté une thérapie, et qu'il avait du mal à fonctionner au quotidien. Les notes de son thérapeute indiquaient qu'il avait exprimé des pensées suicidaires à plusieurs reprises. Ma sœur a vu plusieurs thérapeutes, mais aucun n'a tenu plus de quelques séances. Elle y allait en espérant trouver validation et soutien, voulant qu'il s'accorde à dire qu'elle avait été traitée injustement. Quand il remettait en question son point de vue ou essayait de lui faire accepter sa responsabilité, elle démissionnait et en cherchait un nouveau. Ma mère a eu une alerte de santé durant son incarcération. Des palpitations cardiaques dues au stress l'ont conduite à l'infirmerie de la prison. Les médecins ont déclaré que sa tension artérielle était dangereusement élevée. On lui a prescrit des médicaments, et on lui a imposé des restrictions, mais la cause sous-jacente était la destruction totale de la vie qu'elle s'était construite. Mon père est sorti de prison physiquement transformé. Il avait vieilli de 20 ans en 18 mois. Ses cheveux étaient devenus complètement gris. Il avait perdu énormément de poids. Cette présence autoritaire qu'il avait toujours dégagée avait disparu, remplacée par une posture voûtée, celle d'un homme vaincu. Leurs relations entre eux se sont également détériorées. Mes parents se rejetaient mutuellement la faute pour l'escalade de la situation. Mon père prétendait que ma mère l'avait poussé à être plus dur. Ma mère insistait sur le fait que la violence de mon père avait été le vrai problème. Ils se sont séparés brièvement, bien que la nécessité financière les ait forcés à se remettre ensemble. Mes frères et sœurs se sont également retournés l'un contre l'autre. Ma sœur a blâmé mon frère pour l'avoir encouragé à publier les photos. Mon frère a affirmé que ma sœur avait tout orchestré et qu'il n'avait fait que suivre. Aucun n'a accepté de responsabilité personnelle, tous deux essayant désespérément de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, ma vie s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tyler et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, quand notre fille a eu 13 mois. Sa famille a tout organisé, créant une journée magnifique, entourée de gens qui tenaient sincèrement à nous. Ma fille était notre demoiselle d'honneur, elle trottinait dans l'allée en semant des pétales, tandis que tout le monde riait d'une joie pure. Nous avons acheté notre maison 6 mois après le verdict, 3 chambres, un grand jardin, dans un quartier avec de bonnes écoles et des voisins sympathiques. Le père de Tyler nous a aidés pour l'apport, insistant sur le fait que c'était un héritage anticipé, et qu'il voulait nous voir en profiter maintenant. J'ai repris le travail à temps partiel, trouvant un équilibre entre ma carrière et ma vie de mère. Mon employeur m'a soutenu tout au long de cette épreuve, m'accordant un congé prolongé et de la flexibilité. Ils ont même gagné en respect pour moi, après avoir appris ce que j'avais enduré et la manière dont j'avais géré la situation. La mère de Tyler garde notre fille 2 fois par semaine, construisant une relation qui me remplit le cœur. Voir mon enfant avec une grand-mère qu'il aime vraiment, qui chante pour elle, prépare des biscuits avec elle, et lit des histoires avec des voix amusantes, a guéri quelque chose dont j'ignorais que s'était brisé en moi. Nous avons pris des vacances en famille, des voyages simples à la plage ou dans des parcs, créant des albums photos remplis de sourires sincères. La première fois que notre fille a vu l'océan. Sa joie de construire des châteaux de sable. Son émerveillement en ramassant des coquillages. Des moments familiaux normaux et sains, qui semblaient impossibles durant mon enfance. Nos amis se sont aussi mobilisés autour de nous. Le colocataire d'université de Tyler et sa femme sont devenus nos compagnons les plus proches. Leurs enfants ont des âges similaires à ceux de notre fille. Nous organisons des barbecues le week-end, célébrons les anniversaires ensemble, et nous entraidons face aux défis de la parentalité. La communauté que nous avons bâtie correspondait en tout point à ce qu'une famille devrait être. Le succès professionnel est venu lui aussi. J'ai été promu au travail, une reconnaissance de mes compétences et de mon dévouement. Mon patron a écrit une lettre de recommandation pour un prix de l'industrie que j'ai fini par remporter. Lors de la cérémonie, Tyler et ses parents étaient dans le public pour m'applaudir. Ma fille, habillée d'une petite robe élégante, applaudissait elle aussi sans trop comprendre pourquoi, mais sachant que c'était un moment heureux. Le contraste entre ma vie et celle de ma famille ne pouvait pas être plus saisissant. Alors qu'ils sombraient, perdant tout ce qu'ils chérissaient, je construisais quelque chose de réel et de durable. Chaque étape franchie par ma fille, chaque réussite que j'atteignais, et chaque moment de bonheur sincère m'apparaissait comme la preuve que les rayés de ma vie avaient été la bonne décision. La famille de Tyler est devenue ma famille au sens le plus profond du terme. Sa mère m'a appris ses recettes.
Son père nous a aidés à acheter une maison avec jardin. Les enfants de ses frères et sœurs sont devenus les compagnons de jeu de notre fille. Les fêtes de fin d'année étaient empreintes d'une véritable chaleur, de rires sincères, et d'un amour authentique. J'ai commencé une thérapie pour traiter tout ce passé. La thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé ne se résumait pas à ce seul jour à l'hôpital. C'était l'aboutissement de toute une vie de schémas de dévaluation systématique et de cruauté calculée. Ce jour-là avait simplement été le moment où ils avaient enfin franchi une ligne juridique, devant suffisamment de témoins. Ils s'étaient habitués à vous blesser en privé, m'a-t-elle expliqué lors d'une séance. Ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire publiquement sans conséquence. Ils se sont trompés. Les séances de thérapie ont révélé des couches de traumatisme que je n'avais pas totalement reconnues. En grandissant, j'avais normalisé leur traitement parce que c'était tout ce que je connaissais. S'entendre dire que je ne valais rien était devenu un bruit de fond. Être comparé de façon défavorable à mes frères et sœurs me semblait routinier. Voir mes réussites rejetées ou minimisées me paraissait normal. Ma thérapeute m'a fait écrire des lettres que je n'enverrai jamais, exprimant tout ce que j'avais gardé en moi au fil des ans. La colère a coulé sur des pages et des pages. Des souvenirs que j'avais enfouis profondément ont refait surface, des fêtes d'anniversaire où mon gâteau était plus petit que celui des autres, des remises de prix scolaires auxquelles ils assistaient pour mon frère et ma sœur, mais pas pour moi, la fois où j'avais été au tableau d'honneur et où mon père avait dit que ce devait être un semestre facile. Une séance particulière a brisé quelque chose en moi. Ma thérapeute m'a demandé ce que je dirais à la petite fille que j'étais, si je pouvais remonter le temps. La réponse est venue immédiatement, tu mérites mieux. Rien de tout cela n'était de ta faute. Leur cruauté dit tous deux, mais ne dit rien sur ta propre valeur. En prononçant ces mots à voix haute, j'ai commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais quelque chose de proche du soulagement. Pour la première fois, je les croyais vraiment. La petite fille qui s'était tant battue pour gagner un amour qui ne viendrait jamais mériter ma compassion, pas mon jugement. Tyler m'a rejointe pour des séances de thérapie de couple. Il avait besoin d'aide pour gérer sa propre colère face à ce que ma famille avait fait. Il avait grandi dans un foyer aimant, et ne pouvait pas comprendre comment des parents pouvaient traiter leur enfant de cette façon. Sa rage en mon nom était intense et protectrice, mais elle le rongeait aussi. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu as dû souffrir avant que je ne te connaisse, a-t-il admis lors d'une séance. Toutes ces années où tu as survécu seul à ce traitement. Ça me donne envie de revenir en arrière, et de te protéger de chaque instant. La thérapeute l'a aidé à comprendre que son rôle n'était pas d'être mon sauveur ou mon vengeur. Il devait être mon partenaire, me soutenant pendant que je guérissais, tout en prenant soin de lui-même. Nous avons appris des stratégies de communication, des moyens de prendre des nouvelles l'un de l'autre quand des souvenirs ressurgissaient, et des techniques pour nous ancrer quand la colère ou la douleur devenait envahissante. Ces séances de thérapie ont renforcé notre relation de manière inattendue. Nous sommes devenus plus honnêtes l'un envers l'autre, plus vulnérables, et plus unis. Tyler a appris des pans de mon passé que je n'avais jamais partagés en détail. J'ai appris qu'accepter du soutien n'était pas une faiblesse, mais une sagesse. Ma fille s'est épanouie. Elle a franchi chaque étape en avance, son premier sourire, son premier rire, ses premiers pas. Nous avons tout photographié, mais ces images restaient privées, partagées uniquement avec des personnes qui l'aimaient sincèrement. Pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de documentation publique, juste des souvenirs pour notre famille. Quand mon père a été libéré de prison, il a tenté de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il voulait une relation avec sa petite fille, affirmait avoir changé, et insistait sur le fait qu'il méritait une seconde chance. J'ai répondu par le biais de mon propre avocat avec un seul mot, non. Ma mère a envoyé des lettres depuis l'établissement où elle terminait sa peine, de longues lettres décousues essayant d'expliquer son comportement, de justifier ses actes, et de minimiser ce qu'elle avait fait. Je les ai renvoyées sans les ouvrir. Certaines limites, une fois établies, doivent rester permanentes. Mon frère a parfois tenté de me joindre par des connaissances communes. Il se faisait passer pour la véritable victime, prétendant qu'il n'avait fait que suivre la dynamique familiale, ou insistant sur le fait qu'il n'avait pris des photos que parce qu'il pensait que c'était attendu. Je n'ai jamais répondu. Son rôle ce jour-là était clair sur les images de vidéosurveillance. L'ordonnance d'éloignement de ma sœur empêchait tout contact direct, mais elle a essayé des méthodes indirectes, créer de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux, demander à des amis de passer des messages, et même se présenter dans des endroits où elle pensait que je pourrais être. Chaque violation a été signalée.
Chaque rapport s'est ajouté à ses ennuis judiciaires. Finalement, elle a arrêté d'essayer. Ma fille a eu 1 an. Nous avons organisé une fête avec la famille de Tyler et nos amis les plus proches. La maison était remplie de ballons, de gâteaux, de cadeaux, et de joie. En regardant autour de moi dans cette pièce, j'ai compris ce que la famille était censée être, pas le sang, pas l'obligation, pas la hiérarchie, juste des gens qui choisissent d'être présents avec amour. Les photos de cette fête montraient un bébé heureux entouré de personnes qui l'adoraient. Pas de mots cruels, pas d'humiliation, pas de moquerie, juste la célébration d'une vie qui avait de la valeur simplement parce qu'elle existait. Parfois, les gens me demandent si je regrette la tournure qu'ont prise les événements, si je regrette de ne pas avoir géré les choses différemment, de ne pas avoir protégé ma famille des conséquences, ou de ne pas avoir trouvé un moyen de pardonner et d'aller de l'avant. La réponse est simple, non. Ils ont fait leur choix ce jour-là à l'hôpital. Ils ont apporté ces vêtements. Ils ont dit ces mots. Ils ont commis une agression. Ils ont pris des photos. Ils les ont publiées publiquement. Chaque acte était délibéré, calculé pour causer le maximum de tort et d'humiliation. Les conséquences auxquelles ils ont fait face n'étaient pas ma vengeance. C'était la réponse de la société à une maltraitance documentée, le système judiciaire fonctionnant exactement comme prévu, protégeant les personnes vulnérables contre ceux qui leur font du mal. Ma véritable revanche, si on peut l'appeler ainsi, est la vie que j'ai construite sans eux, la famille que j'ai créée par choix plutôt que par le sang. Le bonheur que j'ai trouvé en étant exactement ce qu'ils m'ont toujours appelé, une ratée, selon leurs critères. Parce que leurs critères ne valaient rien. Leur valeur était creuse. Leur cruauté était leur faiblesse, pas leur force. Ma fille grandira en sachant qu'elle a été désirée, attendue, et célébrée dès son premier souffle. Elle verra des photos de sa naissance où je la tiens avec un amour pur sur le visage. Elle entendra des histoires sur la façon dont ses grands-parents paternels lui ont tricoté des couvertures et ont monté ses meubles. Elle vivra des réunions de famille empreintes de chaleur et d'acceptation. Et un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre, je lui parlerai du jour où elle est née, des vêtements horribles et des mots cruels, des gens qui nous ont blessés et du système qui nous a protégés. Je lui dirai que se défendre et maintenir ses limites est toujours le bon choix, même quand c'est le plus difficile. Elle apprendra que la famille est celle que l'on choisit, pas celle dans laquelle on est. Elle apprendra que l'amour se montre par des actes, ne se revendique pas par des mots, et que certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à votre vie, peu importe l'ADN que vous partagez. Le bonnet et la grenouillère de ce jour-là ont été versés comme pièces à conviction durant le procès. Après le verdict, le bureau du procureur m'a demandé si je voulais les récupérer. J'ai dit non. Ils pouvaient être détruits, donnés à un musée sur la maltraitance des enfants, ou utilisés pour la formation juridique, n'importe quoi, sauf les ramener dans ma vie. Ces vêtements représentaient tout ce qui n'allait pas dans ma famille d'origine. M'en débarrasser, c'était comme me délester du dernier vestige physique de leur toxicité. Ma fille ne les porterait jamais, ne les verrait jamais, et n'en connaîtrait jamais l'existence au-delà de l'histoire que je finirais par lui raconter. Aujourd'hui, à 18 mois, elle court dans notre maison en riant, poursuivant notre chien, et demandant à lire les mêmes livres encore et encore. Elle appelle Tyler, Dada, et moi, maman, avec une joie pure. Elle apprend de nouveaux mots chaque jour, pointant tout du doigt avec curiosité et émerveillement. Elle est exactement ce que j'ai toujours su qu'elle serait, parfaite. Pas parce qu'elle est sans défaut, mais parce qu'elle est aimée totalement. L'erreur n'était pas son existence. L'erreur était d'avoir cru un jour que j'avais besoin de l'approbation ou de l'acceptation de ma famille. Ils ont donné à ma fille des étiquettes cruelles ce jour-là, essayant de la définir avant même qu'elle n'ait vécu un jour complet. Mais les étiquettes ne collent que si vous les acceptez. J'ai rejeté les leurs immédiatement, et je les ai remplacées par la vérité, désirée, aimée, célébrée, chérie, protégée. Ce sont ces mots-là qui définissent ma fille. Ce sont ces valeurs-là qui remplissent notre foyer, et ce sont ces fondations qui la porteront à travers tout ce que la vie lui réservera, bien après que les gens qui ont essayé de nous nuire ne soient plus qu'un triste exemple des conséquences de la cruauté.